Bonjour à tous, je m'appelle Johanna Vautour et j'animerai l'événement d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir à notre discussion sur les autochtones et les troubles neurocognitifs. Avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, je voudrais souligner quelques points d'ordre administratif. Cette séance est offerte en anglais et en français. Pour sélectionner la langue, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et faire le choix de langue. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront à votre écran tout au long de la séance. Cela vise à nous permettre de comprendre si nous répondons bien à vos besoins, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Cette conférence est enregistrée et sera disponible sur le site internet et sur la chaîne YouTube de la Société Alzheimer la semaine prochaine. Le clavardoir est ouvert pour favoriser les échanges avec le public. Si vous avez des questions, dans le clavardoir ou dans la section de questions-réponses, nous ferons de notre mieux pour y répondre aujourd'hui. Sachez simplement que toutes ces questions qui n'auront pas trouvé de réponse pendant l'heure que nous passerons ensemble pourront, faire l'objet d'un courriel par la suite, si vous utilisez le même nom que vous avez utilisé lors de l'inscription au webinaire. Je suis ravi que vous soyez tous ici pour discuter de troubles neurocognitifs. Je me joins à vous depuis ma communauté d'origine, la Première Nation de Serpent River, dans les territoires du traité Robinson-Huron. Il est fascinant de penser que nous nous trouvons tous à des endroits différents de l'île de la Tortue. Comme mon neveu le dit, on vit tous dans la forêt sur l'île de la Tortue. Je vous invite donc à indiquer votre nom et le territoire sur lequel vous vous trouvez et sur lequel vous travaillez dans le clavardoir. Nous apprécions la diversité de nos origines. Pendant que vous indiquez d'où vous venez et où vous vous trouvez dans le clavardoir, je tiens à souligner que la reconnaissance, des territoires est une étape, cruciale de la réconciliation. Toutefois, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de mots ou d'une reconnaissance scénarisée des terres. Il s'agit de prendre des mesures intentionnelles pour remédier aux inégalités subies par les autochtones, par le passé et aujourd'hui. Comme l'a dit à juste titre l'honorable juge Murray Sinclair, président de la commission de vérité et de réconciliation, l'éducation est la clé de la réconciliation. Il a déclaré que c'est l'éducation qui nous a mis dans ce pétrin et c'est l'éducation qui nous en sortira. Je vous remercie donc de participer à cette séance sur les troubles neurocognitifs. Je vous invite à profiter le plus possible de tout ce que vous pourrez apprendre aujourd'hui et je vous invite à continuer à apprendre, à utiliser les ressources nécessaires pour remédier aux inégalités en veillant à ce que les autochtones aient accès à des soins équitables et empreints de compassion. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les panélistes qui se joignent à nous aujourd'hui. Je demanderai à chacune d'entre elles plutôt, de se présenter. Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à l'aînée Becky Labillois. Elle s'occupait de sa mère lorsque celle-ci était atteinte de troubles neurocognitifs et depuis, elle défend les droits des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Elle a gentiment proposé, d'ouvrir, la séance d'aujourd'hui de manière traditionnelle. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Becky Labillois. Je viens du nord, du Nouveau-Brunswick. Je proviens de la tribu Wabanaki. Mon nom de famille, mon père et ma mère s'appelaient Michael et Margaret. Je tiens toujours à leur rendre hommage parce qu'il se peut que vous ne me connaissiez pas, mais il se peut que vous connaissiez mes parents par contre. Je vais, procéder à une séance de purification et je vais mentionner les 7 points cardinaux dans le cadre de ma prière.
Je remercie le Créateur pour tout ce qu'il a fait de beau. Je le remercie de l'air que nous respirons ici sur l'île de la Tortue. Et pour tous les participants qui se joignent à nous et pour être en mesure d'avoir pu, conclure notre premier traité avec, le tabac. Nous remercions notre mère, la terre, pour tout ce qu'elle nous donne. Nos ombres sont celles de nos ancêtres, celles de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Parfois, on peut penser que nous sommes tout seuls sur le parcours, mais nous sommes toujours accompagnés par ces ombres. Nous devons les remercier du sang qui coule dans nos veines, qui provient d'eux. Nous les en remercions. Je tiens aussi à remercier aujourd'hui la grand-mère notre grand-mère la Lune, surtout pour le spectacle unique qu'elle nous a offert dernièrement, et elle nous rappelle aussi l'importance de l'amour que nous nous témoignons les uns envers les autres, un amour inconditionnel que nous avons de la part de notre mère la Terre également. J'en remercie la Lune. À l'est, je fais appel aux enfants, mes petits-enfants qui sont, à la porte de l'est et qui nous témoignent un amour inconditionnel. En vieillissant, nous imposons toujours des conditions, alors je les remercie aujourd'hui de leur amour inconditionnel. Je remercie aussi Geppetto qui vole dans les hauteurs et qui transmet le message du Créateur. Au point cardinal du Sud, je tiens à offrir mes remerciements pour toutes les femmes qui sont ici et je tiens à remercier également l'ours brun parce que celui-ci nous a donné, toutes, les plantes médicinales dont l'usage nous a été enseigné par nos ancêtres. Notre mère la terre nous offre tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons en mesure de guérir, nos membres. Alors, je remercie notre mère la terre pour cela. Je tiens aussi à prier pour toutes mes sœurs, toutes les mères, toutes les tantes, toutes les marraines qui s'occupent de nos hommes. J'invoque maintenant à l'ouest nos hommes. À cette porte où ils se trouvent, j'invoque, le loup blanc et le loup noir. Ils ont le choix de dire à nos enfants quel loup ils vont devenir. Veulent-ils devenir le loup blanc qui suit le chemin de la rectitude morale, de la bonté et de la générosité? Ou vont-ils décider de suivre le chemin du loup noir, le chemin de l'égarement, de la douleur pour eux-mêmes et pour les autres? Je remercie donc ce point cardinal aujourd'hui et je prie également pour ceux qui nous ont quittés. Parfois, nous avons de la difficulté à lâcher prise. Je remercie les cieux. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité d'aller de l'avant et de ne pas rester pris dans le passé. Au nord, j'invoque l'ours blanc et nos aînés parce que ce sont nos aînés dont nous sommes, censés bien nous occuper et à qui nous devons témoigner notre respect parce qu'ils possèdent toute cette sagesse et à la lumière de toute leur expérience et de tout ce qu'ils ont vécu. Nous leur souhaitons d'être aimés parce que bon nombre d'entre eux sont dans la solitude et n'ont personne qui les aime. Je remercie donc
l'ours blanc, de leur apporter cet amour. Le dernier point cardinal, j'invoque notre mère la terre. C'est elle qui nous donne tout, qui subvient à tous nos besoins et je suis ravi que notre mère la terre nous protège, nous ait donné nos arbres, nos plantes et tous les éléments dont nous avons besoin. Maintenant, c'est le printemps, un moment de renouveau. Je l'en remercie. Je la remercie des êtres à 2 pattes, à 4 pattes, pour tous les insectes, les plantes, nos frères, nos sœurs et toute la nature, surtout les arbres, parce que sans les arbres, nous n'aurions pas d'oxygène et ne pourrions respirer. Aujourd'hui, je remercie notre mère la terre et le créateur. Merci. Merci beaucoup Bonnie pour cette magnifique prière d'ouverture. Je tiens à prendre un instant pour, reconnaître, la présence de tous nos participants et je vous remercie d'avoir pris le temps d'indiquer où vous trouvez. J'aimerais maintenant inviter nos 2 autres panélistes à se présenter. Je commencerai par, Pamela Roach. Bonjour, Joanna et merci Becky de votre, introduction. Je remercie à Bonnie de s'être jointe à nous. Je m'appelle Pamela Roach, je suis membre de la nation métisse de l'Alberta, mais je proviens d'une petite communauté, Saint Lawrence, dans le nord du Manitoba. Elle se trouve sur un territoire visé par les traités 6 et 7. Je suis professeure adjointe au département de médecine familiale et des sciences de la santé communautaire de l'Université de Calgary et je travaille avec des familles atteintes, qui connaissent les troubles neurocognitifs à titre de chercheuse pour les aider à améliorer leur sort et je détiens en ce moment une chaire canadienne de recherche en la matière. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Merci, Madame Roach. Nous avons bien hâte, d'entendre vos enseignements. J'aimerais maintenant que Bonnie se joigne à nous. Bonnie, Bonnie, vous êtes avec nous. Excellent. Pour me présenter, je dirais que je suis Bonnie Pagan. Je vis dans ma réserve, la Première Nation de Carry the Kettle en Saskatchewan. J'ai été proche aidante pour ma mère qui a rendu l'âme lorsque j'étais à ses côtés, j'ai dû apprendre à lui venir en aide, à être sa proche aidante finalement. Au début, ça semblait un peu intimidant, mais lorsque j'ai appris à être à ses côtés, à lui parler, à répondre à ses besoins et à me familiariser avec ses différentes humeurs, les choses sont devenues plus simples. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai fait l'expérience du voyage avec ma mère. J'ai vécu beaucoup de choses à ses côtés. J'ai dû apprendre à composer avec toutes ses humeurs, ses émotions. Il y avait des jours où elle était grincheuse, de mauvaise humeur, alors que d'autres jours, elle était enjouée. Il y avait des jours où elle était tout simplement nostalgique et distante. D'autres jours, elle bouillonnait de vie.
Certains jours, je l'ai même filmée. Elle a regardé ces vidéos avec moi par la suite. Ce qui était le plus difficile au début, dans le fait de l'accompagner, ma mère a 5 filles. J'ai donc des sœurs et nous avons toutes été appelées à lui venir en aide, à tour de rôle, pour des périodes de 2 semaines. Alors parfois, je pouvais avoir un mois de répit, elle me donnait du temps pour me concentrer sur mon travail, des périodes où je n'avais pas à m'inquiéter, parce qu'elle était à la maison, avec l'aide dont elle avait besoin. Mais lorsqu'elle était à la maison, je devais m'assurer qu'elle disposait de tout ce dont elle avait besoin. Il s'agissait toujours de trouver une façon de faire en sorte que ses repas soient là, qu'elle puisse manger lorsque c'était le temps. Je me levais avec elle le matin pour lui préparer le petit déjeuner. Bref, il a fallu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, mais au fil des années, nous nous sommes, habitués à notre, nouveau rythme. Elle s'y est habituée également. Lorsqu'on a commencé à remarquer des signes de troubles neurocognitifs, c'est lorsqu'elle a commencé à perdre la mémoire, à oublier des choses. On a demandé à son médecin de l'ausculter. Nous avons toutes, mes sœurs et moi-même, assisté au rendez-vous avec le médecin et nous avons discuté avec lui de la façon dont nous pouvions lui venir en aide. Il a fallu donc, suivre toute une phase d'apprentissage en famille. Il fallait comprendre, pourquoi il y avait toutes ces sautes d'humeur et cetera. Il a fallu du temps pour s'y adapter. Alors maintenant, je me propose pour répondre aux questions de nos participants. Merci beaucoup, Bonnie, de nous avoir fait part de votre vécu en tant que proche aidante d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Vous avez dit que, en tant que famille, vous avez dû apprendre ensemble à vivre avec, les troubles neurocognitifs. Je pense que c'est un message qu'il faut retenir. Ce sont toutes ces petites étapes qui font la différence et qui permettent de s'assurer que tous les besoins de la personne sont satisfaits. Nous devons entourer ces gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs. Il y a une question que j'aimerais poser. Je commencerai par, Pamela Roach. Qu'est-ce que vous aimeriez que plus de gens sachent au sujet des autochtones et des troubles neurocognitifs? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et il y a énormément de choses que j'aimerais que les gens sachent. Du point de vue recherche, je pense que nous commençons à mettre davantage l'accent progressivement sur la prévention. On aime parler de risques de facteurs sur lesquels on peut avoir une incidence, comme le régime alimentaire, l'activité physique, l'exercice, l'éducation, et cetera. Je pense qu'il est très important pour les gens qui participent à cette discussion que, des facteurs modifiables peuvent prendre différentes formes. Par exemple,
Lorsqu'il est question, d'accès à une nourriture saine, si vous êtes dans un milieu urbain ou en milieu rural, les choses peuvent être bien différentes. Quelqu'un qui peut vivre dans une communauté isolée ou éloignée, il peut être difficile d'avoir accès à des aliments sains et abordables, mais il y a également l'aspect de l'alimentation traditionnelle qui fait intervenir différents, aspects sociaux, liés à l'activité physique aussi. Il y a des modes de vie plus traditionnels et culturels. Tout est intégré, en fait, et interrelié. Donc il importe de tenir compte de tout cela afin de nous assurer que les autochtones reçoivent l'appui dont ils ont besoin. Nous sommes tous affectés par le cadre législatif, réglementaire, politique, et cetera, et nous devons nous assurer qu'on ne reproche pas aux gens d'appartenir à un système et de les culpabiliser. Madame Roach, je vois qu'on a un diagramme à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, au sujet de ce diagramme? Oui, lorsqu'il est question de système, il y a les facteurs au début de la vie, évidemment. Alors le manque d'éducation, ça c'est un facteur de risque. Souvent, cela revient à culpabiliser des individus alors que, l'éducation chez les Premières Nations au Canada fait l'objet d'un sous-financement chronique. Donc il s'agit là d'un facteur systémique. Il y a un manque d'accès à l'éducation, mais ce n'est pas forcément de la faute de l'individu. Pour sortir de ce système, il faut, investir à ce niveau-là de manière précoce. Et c'est un rôle, qui appartient au gouvernement. Il y a aussi les, blessures cérébrales et les événements traumatisants plutôt. Il y a différentes façons d'avoir, une incidence en amont sur ces facteurs de risque et il faut une volonté politique d'influer sur ces facteurs par le biais d'investissements pour mettre en place des services. Il faut toujours chercher à remonter en amont. C'est toujours plus facile, de préconiser l'activité physique et une alimentation saine que ce genre de choses qui sont plus complexes, comme l'éducation ou les traumatismes et cetera. C'est, un diagramme que j'aime beaucoup et ça nous rappelle un petit peu, la roue de santé en tenant compte des différentes étapes de la vie. Merci de nous avoir présenté, ce modèle. C'est une nouvelle chose pour moi et très intéressante également. Je demanderai à Bonnie si elle pouvait revenir avec nous parce que je sais qu'elle est encore avec nous pendant 5 minutes. Alors Bonnie, tant que vous êtes avec nous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on sache davantage sur les autochtones et les troubles neurocognitifs? C'est une excellente question à laquelle, je réfléchis souvent. D'après moi, je pense qu'il faudrait davantage étudier les troubles neurocognitifs et leurs impacts sur les différentes communautés. J'ai assisté à un congrès à Montréal et l'une des questions que j'ai posées était la suivante: quelle était la part de contenu autochtone dans cette recherche? Et on m'a répondu qu'il n'y en avait pas. Ça m'a frappé particulièrement parce qu'on devrait davantage étudier.
les autochtones et les travaux de recherche en général devraient comprendre davantage de contenu autochtone. Il devrait y avoir davantage d'études sur les troubles neurocognitifs chez les autochtones. Il convient également de tenir compte des besoins culturels des autochtones en tant qu'individus. Par exemple, lorsque nous avons, heu, intégré des séances, de purification dans sa vie, bon, c'est quelque chose qu'on a toujours plus ou moins fait, mais on l'a rendu plus c'est une pratique qu'on a rendue plus systématique par la suite. On participait à des danses du soleil et cetera pendant des pow-wow. Elle aimait beaucoup, participer à ces activités culturelles et ces rassemblements. Mon petit-fils, un matin, m'a demandé s'il pouvait faire, une séance de purification avec du tabac. Ça a changé l'atmosphère. Ma mère est devenue de bonne humeur, elle a souri, elle a dit adorer cette odeur. Ça lui a rappelé d'excellents souvenirs et c'est devenu une routine. C'est avec cela que nous entamions notre journée auprès de ma mère et je sais que ça a apporté beaucoup de bons souvenirs. Donc l'aspect culturel, ne saurait être, trop souligné. Dans le cas de ma mère, c'est venu satisfaire un besoin, c'est venu évoquer des souvenirs. Il y a l'aspect de la langue aussi, de la spiritualité. Tout cela a été rappelé à son esprit. J'ai aussi, pendant tout le temps où je me suis occupé d'elle, beaucoup écouté ses témoignages et ses histoires. Ça m'a permis de mieux comprendre, d'où elle venait, qui elle était et pourquoi elle a agi comme elle a agi. Par exemple, une fois par semaine, elle faisait ses bagages, elle faisait ses sacs et elle nous disait qu'elle allait quelque part. Alors, je la laissais préparer, ses sacs et je la laissais partir à pied. Elle disait qu'elle s'en allait, faire, du pouce pour aller quelque part. Quand on était jeunes, je la laissais faire, mais au bout de 5, 10 ou 15 minutes, j'allais la chercher et je lui disais: «Mais où c'est que tu t'en vas?» Alors je m'arrêtais en voiture à côté d'elle et là, elle me disait: «Ah, je suis ravie que tu m'aies trouvé. Quel heureux hasard!» Elle me racontait qu'elle allait en Alberta ou qu'elle était allée au Montana ou dans une réserve voisine en visite. Donc dans ses souvenirs, c'est ce qu'elle racontait. Elle racontait que lorsqu'elle était plus jeune, il fallait qu'elle fasse du pouce pour aller travailler sur une exploitation agricole, pour aller ramasser des patates ou des fraises. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi il lui prenait cette envie de partir faire du pouce une fois par semaine. Je l'emmenais au magasin pour lui acheter une bouteille d'eau, parce qu'elle aimait toujours avoir une bouteille d'eau avec elle. Pareil lorsqu'elle allait à une danse du soleil et cetera. Donc l'aspect culturel de ses besoins était très présent. Je ne sais pas si ça lui apportait un certain soulagement,
un certain réconfort, mais moi, ça m'a aidé à mieux comprendre, d'où elle venait, qui elle était et ses besoins et ce, malgré toutes les lacunes de sa mémoire. Ça permettait d'aller chercher beaucoup de choses du passé et d'énormément solliciter sa mémoire. Merci beaucoup Bonnie d'insister sur l'importance, de la culture pour ce qui est du bien-être de votre mère. Il est certain que la plupart d'entre nous n'oublieront jamais, l'odeur de ces plantes médicinales que nous employons pour les séances de purification notamment, et vous avez insisté aussi sur, l'importance de faire le lien entre le présent et le passé. J'aimerais profiter de l'occasion pour entendre ce que Becky pense. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on sache, davantage sur les autochtones et les troubles neurocognitifs, Becky? J'ai dû beaucoup y réfléchir. Lorsque j'ai lu ces questions, parce que j'aime bien me préparer évidemment. Première chose, pour nous, les autochtones, nous allons connaître une augmentation de 273 du nombre de cas de troubles neurocognitifs. Nous sommes dans et ça, c'était en 2023. Pourquoi n'y a-t-il pas de formation à cette fin? Pourquoi est-ce que notre système de santé ne prévoit pas de la formation, de la sensibilisation à ce chapitre? Dans la réserve, on n'en parle même pas. Ma mère a été aux prises avec les troubles neurocognitifs et personne n'avait aucune formation à ce sujet autour de nous. Donc je pense qu'il faut savoir, composer avec la réalité, nous rendre à l'évidence. Je me demande, moi, si je vais développer des troubles neurocognitifs, est-ce que je devrais être diagnostiqué? Est-ce que je devrais, faire l'objet de tests? Je pense qu'il devrait y avoir des ateliers à ce sujet. Donc de la sensibilisation des proches aidants, qui soit adaptée à la culture. Je sais que parfois on n'aime pas trop entendre de chiffres, mais on parle d'une augmentation de 273 du nombre de cas d'ici 2050 chez les autochtones pour les troubles neurocognitifs. C'est ce qu'indique la recherche. À la lumière de ce chiffre, on pourrait être surpris. Alors, Pamela, à la lumière de votre recherche et de vos travaux, qu'est-ce qui vous a, le plus frappé concernant les troubles neurocognitifs et la démo et les troubles neurocognitifs? Bon, souvent, lorsque l'on voit des chiffres, on ne se rend pas compte à quel point les autochtones sont plus touchés par les troubles neurocognitifs que la population générale. Ce qui nous surprend souvent, c'est que, bon, même lorsque l'on tient compte du, mode de vie, de l'aspect culturel et cetera, même lorsque l'on tient compte de ces facteurs, le taux de troubles neurocognitifs est plus important chez les autochtones et c'est quelque chose que l'on observe également chez d'autres peuples autochtones dans d'autres pays qui ont vécu aussi les effets de la colonisation. C'est ce que l'on observe aux États-Unis, également en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça devient quelque chose de très important parce qu'il y a des tendances qui se dégagent et qui nous permettent de mieux comprendre comment on peut influencer les troubles neurocognitifs. Cela vient éclairer
la mise en place de soins adaptés à la culture. J'ai participé à un congrès international l'année dernière sur les troubles neurocognitifs et il était intéressant de voir le même genre, d'intérêt pour, les activités et les soins culturellement adaptés dans d'autres pays du monde. L'aspect dépistage, évaluation, n'est pas adapté sur le plan culturel. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler davantage. Jennifer Walker, de l'université McMaster a fait de la recherche là-dessus, madame Nancy Crowshoot, ici à l'université de Calgary, pareil et font beaucoup de travail sur l'adaptation culturelle, des pratiques de dépistage, des troubles neurocognitifs et je pense que c'est très prometteur. Je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir des outils d'auto-évaluation culturellement adaptés, destinés aux personnes. Et pour vous, en tant que proche aidante, Becky, à la lumière de cela, pouvez-vous nous faire part un petit peu de votre expérience pour ce qui est des autochtones et des troubles neurocognitifs? Y a-t-il des choses qui vous marquent particulièrement? En fait, pour moi, ce qui est le plus surprenant pour ce qui est des troubles neurocognitifs chez les autochtones, c'est que si vous demandez, aux Premières Nations, ils vont vous dire qu'on connaît un cycle de vie, mais lorsqu'on arrive à la fin du cycle de vie, là où se trouvait ma mère, elle avait des oublis et moi-même, aujourd'hui, j'oublie des choses et des fois, je me demande, s'il n'y a pas des débuts de troubles neurocognitifs. On en rit un petit peu, on prend ça à la légère des fois, mais d'un point de vue, plus terre à terre, ce que je ne comprenais pas et je viens de l'apprendre tout récemment, c'est qu'étant donné que ma mère était toujours à risque de devenir diabétique, c'est aussi un risque auquel je suis confronté et je viens d'apprendre que, les troubles neurocognitifs sont, étroitement liés au diabète. D'où la nécessité de nous intéresser à la manière, dont nous nous alimentions par le passé, à nos modes d'alimentation traditionnels, par opposition à ce que nous a apporté la colonisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous présentons un risque plus élevé de troubles neurocognitifs. C'est la réalité et il faut que les gens en tiennent compte. Moi, j'ai été familiarisé avec les signes précurseurs des troubles neurocognitifs, mais pareil pour Bonnie. Il y a ça dans sa famille et nous sommes allés obtenir des services pour mettre, en place un plan thérapeutique. Mais par exemple, force est de constater que les hommes ne veulent jamais se soumettre à ces tests-là. Moi, je viens d'une famille où on est de très nombreux frères et sœurs. Moi, je suis la plus jeune, j'ai dû m'occuper de ma mère et elle a eu de la chance. Mes sœurs ont eu de la chance que je m'occupe de ma mère. J'avais la chance de pouvoir quitter mon foyer, mais bon, ma mère n'habitait pas très loin de chez moi, donc c'était logique, mais j'ai tout sacrifié. Pourquoi? Parce que ma mère a été là pour moi, elle s'est bien occupée de moi et c'était à mon tour de lui rendre l'appareil. Parce que j'ai eu l'immense chance d'avoir la capacité, d'avoir été sobre et de n'avoir consommé aucune substance au cours des 26 dernières années. Ainsi, je pouvais reconnaître les signes, de traitement inadaptés, de la part de professionnels qui venaient s'occuper de ma mère.
Donc je faisais un suivi étroit de la qualité des soins qu'elle recevait. Heureusement, j'ai eu la force de m'assurer de la qualité des soins qu'elle recevait. Puis ça, c'est grâce à mon vécu. Il y a beaucoup de gens qui ont des membres de leur famille atteints de troubles neurocognitifs et ils ne savent pas comment répondre à leurs besoins, alors ils les placent dans des foyers. Nous, nous nous sommes assurés que ma mère puisse rester chez elle tant que c'était possible. Ensuite, il a fallu qu'elle quitte la communauté et une fois qu'elle a quitté la communauté, elle n'a pas duré bien longtemps. On pourrait peut-être en parler par la suite. Merci beaucoup Becky, comme vous le dites, il faut, un réseau familial sain pour être en mesure d'offrir ces soins et de permettre à une personne atteinte de troubles neurocognitifs de rester à la maison. Ça m'a beaucoup intéressé, ce que vous avez dit au sujet de la relation qui existe entre le diabète et les troubles neurocognitifs. Et avant de passer à notre dernière question, j'aimerais savoir si au cours de vos 20 ans de recherche, Pamela, si vous avez pu établir des liens entre des problèmes de santé chroniques que connaissent les autochtones et les troubles neurocognitifs. Oui, effectivement, les problèmes de santé chroniques peuvent représenter un facteur de risque. Cela ressort très clairement des taux, de troubles neurocognitifs, que ce soit chez les autochtones ou dans la population générale. Mais le diabète, plus particulièrement, est lié à un type heu, particulier de troubles neurocognitifs vasculaires. Donc il y a tout un tas, d'interrelations complexes, mais il est important donc d'insister sur la nécessité pour les projets de recherche d'être dirigés par la communauté. C'est ce que font mes collègues et ce que je fais. On s'est penché récemment sur, les effets des, du vécu pendant l'enfance et notamment des événements traumatisants sur le risque de troubles neurocognitifs par la suite. Donc cela peut représenter un facteur de risque pour certains individus. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles il convient de se pencher. On peut penser notamment aux effets des pensionnats et des traumatismes intergénérationnels que connaissent les autochtones au Canada. Et tout cela a probablement une incidence sur le risque de développer des troubles neurocognitifs. Et il y a une dimension familiale à tout cela parce qu'il s'agit, il y a aussi des facteurs de risque génétiques. Donc je pense que ce que Bonnie et Becky ont soulevé, était très à propos à ce sujet. Merci beaucoup, j'apprends énormément de choses en ce moment. Notre dernière question, et nous avons aussi une question dans la partie, questions-réponses. Il nous reste 12 minutes. Becky, selon vous, que doivent faire les gouvernements, les systèmes de santé et les autres intervenants au sujet des autochtones et des troubles neurocognitifs au Canada? On est venu chercher mes petits-enfants, en fin de semaine et on m'a dit: «Ah, vous avez vu qu'il y avait un nouveau foyer, dans la réserve?» Et je sais que dans la communauté de ma sœur à Restigouche, il y a aussi, des soins à domicile. Mais ici, dans la réserve, nous avons des intervenants, de soins à domicile et mon père a toujours dit
qu'on devrait offrir ce genre de service dans notre réserve? La première raison, c'est que nos aînés retournent un petit peu en enfance. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque ma grand-mère, était en vie, elle vivait avec nous et elle s'était remise à parler sa langue traditionnelle. Ma mère, pouvait l'écouter et la comprendre et on s'est demandé pourquoi il y avait des petits accros. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de communication. Bonnie a parlé des séances de purification. Moi, je le faisais tout le temps avec ma mère. On assistait toujours à des cérémonies ensemble. On allait à la tente de sudation, par exemple. Et lorsqu'elle n'était plus autonome, qu'elle n'était plus en mesure de se déplacer toute seule, c'est là que nous avons arrêté d'aller à la tente de sudation, mais elle aimait bien y aller pendant, 50 ou 60 ans, elle y allait régulièrement. Il faut que les intervenants, les aidants, les professionnels de la santé soient au courant de votre mode de vie parce que c'est la clé pour ce qui est de répondre aux besoins des aînés. J'espère que mes petits-enfants comprennent tout cela. Moi, je suis enseignante. Nous faisons, de l'enseignement en extérieur, donc ils me voient principalement le matin. Nous faisons nos prières, nos remerciements. Et c'est un véritable, privilège d'avoir le don d'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'il y a les 7 générations qui vont nous succéder et c'est la clé de l'éducation. Parce que moi, ce n'est pas le genre de choses dont je pouvais bénéficier lorsque j'étais plus jeune. J'allais dans une école non autochtone, on nous y emmenait, en autobus. Il y a 26 ans, j'ai dû réapprendre notre mode de vie traditionnel. Même si nous avons bénéficié d'un certain nombre d'enseignements de la part de ma mère, c'était tout un nouveau, mode de vie et ça m'a aidé à comprendre ce que vivait ma mère, ce que ne pouvaient pas comprendre d'autres gens. Donc ça m'a permis de mieux l'écouter avec mon cœur. C'est lié. Bon, évidemment, il faut se renseigner sur la maladie, mais il faut aussi avoir le vécu qui va avec, la capacité d'intervenir et la connaissance du contexte. Je crois que c'est la clé pour venir en aide à une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Merci beaucoup Becky, nous sommes très chanceux de vous compter parmi nous aujourd'hui. J'aimerais voir si Bonnie, peut peut-être nous joindre. Elle a eu un autre engagement, elle a pris le temps de se joindre à nous, mais je vois que sa caméra est éteinte, alors il se peut qu'elle ne soit pas disponible en ce moment. Donc nous avions une question, dans la section questions-réponses. L'accès à des soins adaptés et au traumatisme générationnel, s'agit-il d'un facteur pour, ce qui est du taux, de troubles neurocognitifs chez les autochtones? Bon, on en a parlé, mais, Pamela, peut-être que vous pourriez répondre à la dernière question. Selon vous, que doivent faire les gouvernements, les systèmes de santé et les autres autorités au sujet des autochtones et des troubles neurocognitifs au Canada? Je pense qu'on pourrait consacrer toute une heure à répondre à cette question. Alors, il y a plusieurs choses très importantes. Tout d'abord, l'autodétermination dans les soins de santé pour les autochtones, c'est très important. La capacité de concevoir, de mettre en œuvre et de livrer, les services de santé de manière culturellement adaptée. Bon, il y a tout un tas de structures d'aide et cetera, des professionnels de la santé autochtones et cetera. Mais c'est très important. L'idée de, l'autonomie gouvernementale du point de vue du réseau de la santé
est primordial. Becky a souligné à juste titre l'importance d'être entouré de sa famille, et elle a parlé, du fait que bon nombre, d'aînés doivent être, envoyés à l'extérieur de la communauté pour recevoir des soins adaptés à leurs troubles neurocognitifs. Cela revient, là aussi, à la question de l'autodétermination en matière de santé, où l'on peut, mettre de l'avant, l'idée de la santé globale, l'approche holistique de la santé. J'ai aussi un domaine de recherche, qui est, la santé des enfants, parce que si nos enfants sont plus en santé, cela fait des aînés plus en santé. Tout est lié. Il ne faut pas étudier les choses en silo et de manière, séparée. D'où l'importance d'une approche holistique qui se distingue un petit peu, de l'approche occidentale. Donc des soins axés sur la communauté et sur les spécificités culturelles est essentiel. Lorsque j'ai commencé à travailler avec des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, c'est quelque chose dont je me suis aperçu. Nous devons nous efforcer de répondre aux besoins des autochtones du point de vue communautaire. C'est ce qui permettra d'assurer le bien-être de tous, ainsi que nos aînés. Alors désolé si je me répète un petit peu. Pas de problème. Ce sont des mots d'une grande sagesse. Pamela, si nos enfants ne sont pas en santé, nos aînés ne seront pas en santé. Et si nos aînés ne sont pas en santé, nos enfants ne peuvent pas être en santé non plus. C'est très important, c'est à retenir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites aujourd'hui dans le cadre de notre discussion. Je tenais à remercier, tous les participants qui ont, fait part d'observations, dans le clavardoir. Vous avez mentionné le Royaume-Uni, mais nous avons quelqu'un ici qui se joint à nous depuis le Royaume-Uni justement. Donc, c'est excellent de voir, autant de participants de partout, sur l'île de la Tortue. J'aimerais prendre un instant, peut-être pour inviter Becky à, nous dire une petite, conclusion peut-être. Lorsque nous nous rassemblons, même, si c'est de façon virtuelle, je pense qu'il convient de dire quelques mots pour clore la réunion. Je vois que ses petits-enfants sont là avec elle. Ah, elle a dû mettre son micro en sourdine. Becky, ne nous quittez pas encore. Bon, elle est de retour. Becky, je vois que vous avez une de vos petites filles, vos 2 petites filles avec vous? Il y en a 2 qui sont ici avec moi. Elles m'ont dit que ce n'était pas sécuritaire, d'être, devant l'ordinateur, de parler et de conduire en même temps. Étant donné que vous avez fait la prière d'ouverture, pensez-vous que vous pourriez, nous dire quelques mots de clôture avant que nous mettions fin à la séance? Oui. Alors je n'ai rien de préparé, mais étant donné que c'est ma mère qui m'a amené jusqu'ici, c'était une, excellente oratrice. Elle faisait toujours les prières d'ouverture et de clôture, au pow-wow, et lorsque je vais au pow-wow maintenant, je prononce ces prières dans ma langue traditionnelle. Mais aujourd'hui, je la dirai en anglais. C'est une prière indienne. C'est le grand esprit dont j'entends la voix dans le vent. Entends-moi, parce que je suis jeune, petite et faible. Donne-moi la force et la sagesse dont j'ai besoin. Je veux de la force, pas pour être supérieur à mes frères et sœurs, mais pour pouvoir conquérir mes plus grands ennemis moi-même. Je veux la sagesse, les leçons cachées sous chaque caillou, sous chaque feuille, sous chaque branche.
Je veux bénéficier de ce message et le transmettre à mon peuple. Je veux que mes mains respectent tout ce que tu as fait de beau et je veux entendre ta voix. Je veux m'inspirer de ta beauté pour le plaisir de mes yeux, comme c'est le cas au coucher du soleil. Lorsque la lumière disparaît, mon esprit peut te rejoindre et il pourra dire: «Je me suis exprimé». Magnifique prière de clôture pour, conclure la période que nous avons passée ensemble. Je tiens à remercier Pamela, Becky et Bonnie de nous avoir éclairés aujourd'hui sur les troubles neurocognitifs chez les autochtones et je tiens également à remercier l'équipe de la Société Alzheimer du Canada qui a si, gentiment mis sur pied cet événement. Je remercie cette équipe également de tout ce qu'elle fait par rapport aux soins relatifs, aux troubles neurocognitifs et pour refléter le point de vue des autochtones. Le savoir autochtone, et la sagesse autochtone peut bénéficier à tous. Alors je vous remercie.